Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Vannes, avec François-Régis Legrier. Bonjour. Bonjour Ronan. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est la fameuse maxise romaine Si vis pacem para bellum. Et c'est aussi le titre de votre livre paru en 2018, François-Régis Legrier, aux éditions Via Romana. François-Régis Legrier, vous êtes colonel de l'armée française, commandant d'un régiment dans le sud de la France. Vous avez fait l'école de guerre et vous êtes titulaire d'un Master 2, Religion, Culture et Politique à l'école pratique des hautes études. Tout d'abord, François-Régis, nous pouvons regarder la couverture de ce livre. Donc si tu veux, La paix prépare la guerre. Très belle couverture. Il s'agit d'une peinture. Il s'agit d'une peinture, exactement, et qui représente un soldat et sa femme ou sa fiancée, ou ça pourrait être sa mère également. Et j'ai voulu représenter ainsi, vous voyez également un canon d'artillerie en arrière-plan, et puis la croix lumineuse. Et ce tableau représente à la fois les horreurs de la guerre, que sont les destructions, les morts, la blessure, et elle représente aussi un symbole d'espérance à travers la croix, l'espérance, un symbole d'éternité, en disant que ce soldat qui meurt va accéder aussi à une nouvelle éternité. C'est un peu ce que j'ai voulu représenter là, et on a toute l'ambivalence de la guerre, qui est à la fois, comme je le disais, un cortège de destruction, de souffrance inimaginable, et en même temps le lieu où s'expriment certaines vertus de façon extrême, comme le courage, le sens de l'honneur, la bravoure, la fidélité. François-Régis Legrier, il s'agit d'un essai de philosophie politique finalement, mais quel est son but ? Oui, c'est pas un livre qui commente l'actualité, qui porte un jugement sur tel ou tel conflit, même si j'ai cherché à éclairer cet essai de philosophie politique par des exemples quand même assez récents, pour ne pas remonter non plus tout le temps au temps des Grecs et des Romains. Mais j'ai voulu, à travers cet essai, montrer que les principes de la doctrine de la guerre juste, puisque c'est l'expression consacrée, doctrine donc catholique, avait une valeur politique, opératoire, et n'était pas une question de dogme de foi ou une question de théologie, mais un outil intellectuel capable d'apporter aux décideurs politiques et militaires des clés de compréhension des conflits, et donc une façon de les approcher, de les aborder et de les régler. François-Régis Legrier, la première partie de votre livre intitulée La démocratie et la guerre permet de penser la guerre en fait avec des hommes, en fait avec des philosophes qui vous ont marqué. Vous en avez rencontré certains. On pourrait les citer. Qui sont-ils en quelques mots ? Soloviev, Vladimir Soloviev, Albert Camus, bien sûr, bien connu, et peut-être un peu moins connu, mais je crois qu'il a été votre professeur, Henri Hude. Oui, alors je n'ai connu évidemment que le dernier que vous citez, Henri Hude, qui était professeur d'éthique aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Mais parmi beaucoup d'auteurs, j'ai retenu ces trois-là parce que Soloviev, donc, qui est un écrivain russe, mais qui aimait beaucoup la France, qui est un auteur du 19e siècle, fin 19e, début 20e, Albert Camus, qu'on ne présente pas, et Henri Hude. Il y a un fil directeur. Ils ont écrit à peu près à 50 ans d'intervalle des réflexions au sujet de la guerre qui font écho l'une à l'autre. Vladimir Soloviev écrit au XIXe siècle, après la Révolution française, après les guerres de l'Empire. Il montre de façon extrêmement pertinente dans son livre Les 3 entretiens sur la guerre, la morale et la religion, la façon dont évolue la guerre ou la perception de la guerre considérée comme un mal qu'il faut évacuer ou considérée comme une opération de police, et il s'oppose en cela à une conception plus traditionnelle de la guerre, considérée autrefois un peu comme juste et sainte, parce qu'étant voulue par le souverain, lui-même étant le représentant de droit divin de Dieu. Et donc il décrit certains mécanismes qu'on va retrouver au fil du temps. Albert Camus a cet immense mérite aussi, je pense, de montrer d'une certaine façon comment la violence qui s'est exercée au XXe siècle, notamment à travers les régimes totalitaires,
il met en lumière toute la supercherie de cette violence qui brandit l'étendard de la liberté, qui brandit l'amour de l'homme et qui se traduit en fait par des résultats très concrets que sont les massacres, les exécutions sommaires, etc. Et Henri Hude, lui, fait une analyse plus contemporaine des difficultés de nos démocraties contemporaines à penser la guerre, difficultés qui sont liées finalement à un certain confort depuis la fin de la guerre froide, un certain pacifisme, et qui rendent peut-être plus difficile à appréhender ce phénomène de la guerre. Prenons l'exemple de la guerre serbo-bosniaque en 1900, dans les années 90, au début des années 90, avec la ville de Sarajevo. À l'époque, on se souvient, le massacre, il me semble, du marché de Sarajevo, attaqué par des Serbes. Ça avait été très vite médiatisé, et l'ONU avait dépêché des soldats de la paix. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe entre ces deux mots, soldats et paix, François-Régis Le Grillet? Il y a eu cette illusion à la fin de la guerre froide que la guerre était bannie à tout jamais de l'espace international, des relations internationales, et que donc on n'aurait plus qu'à conduire des opérations de police, et que, oui, les soldats de la paix devaient se déployer en force d'interposition pour empêcher des conflits ou des agressions entre deux parties distinctes, mais qu'il n'y aura plus vraiment de guerre. Et donc on a inventé cette expression « soldat de la paix », qui est assez paradoxale, puisque chacun réalise que quand un soldat c'est fait pour faire la guerre, mais en même temps, quand on fait la guerre, c'est en vue d'une paix. On fait pas la guerre, on fait rarement la guerre pour le plaisir. Donc celui qui décide de déclencher la guerre, ou de faire une guerre, de conduire une guerre, il le fait dans un objectif d'une paix qu'il souhaite conforme à ses propres intérêts. Et cette expression, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien, n'a pas survécu à l'épreuve des faits. Finalement, la guerre, comment est-ce qu'on pourrait la définir? Est-ce que c'est une histoire avant tout de technologie et ou de volonté des combattants, François-Régis Le Grillet? On peut distinguer, il y a quatre critères ou quatre causes dans la guerre. Vous avez ce que j'appelle un peu l'essence même de la guerre, c'est-à-dire c'est le quoi. La question quoi, qu'est-ce que c'est que la guerre? La guerre, c'est un affrontement qui est violent et dans lequel se mêlent un certain nombre d'ingrédients tels que le danger au premier plan, le danger, l'effort, l'incertitude et le hasard. Et ce sont un petit peu ces quatre éléments qui sont vraiment constitutifs de la guerre. C'est-à-dire que si vous déployez une troupe, enfin une armée, mais sans qu'il y ait véritablement de danger, on appelle ça une promenade militaire. Voilà. Si vous êtes quasiment... si votre adversaire se rend finalement à vos volontés, il n'y a pas de guerre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le quoi. Ensuite, vous avez le pourquoi. Et c'est la cause finale. Et dans la guerre, encore une fois, il est quand même assez rare qu'un État déclenche une guerre pour le plaisir. Donc c'est qu'il recherche un but politique. Et donc c'est pour ça que Clausewitz dit par exemple que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais la finalité de la guerre, elle, est véritablement politique, c'est-à-dire celui qui décide de la guerre veut aboutir à une situation, à un ordre politique plus avantageux, enfin en tout cas il l'estime plus avantageux pour lui. Soit par voie de conquête, pour conquérir des ressources, des territoires, etc., peu importe. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que pour faire la guerre, il faut évidemment des ressources. La première de ces ressources, c'est l'armée. Et cette armée, c'est quoi? Ce sont à la fois des hommes et des matériels. Et donc, il faut que les hommes aient le courage de se battre, et on appelle ça les forces morales. Il faut aussi qu'ils soient soutenus par leur population. Et donc, il faut aussi des ressources purement matérielles, de l'armement, etc. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleurs armements du monde, si vous ne voulez pas vous battre, il n'y aura pas de guerre. Mais à l'inverse, si vous avez toute l'énergie qu'il faut, mais pas de matériel, il y a assez peu de chances que vous remportiez la victoire. Et le dernier critère que je voudrais mettre en exergue, c'est la cause motrice, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est qu'il faut cette volonté de se battre pour la guerre. Voilà.
Et et cette volonté, il y a guerre à partir du moment où cette volonté est forte dans les deux camps. Mais si elle s'affaiblit d'un côté, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, eh bien, celui qui a affirmé la plus forte volonté va gagner par défaut. Voilà. François-Régis Le Grillet, reprenant Vladimir Soloviev, vous dites que finalement, la nature de la guerre a changé en France à partir de la Révolution française de 1789. Dans quel sens ? Elle a changé au niveau mondial. Elle a changé au niveau mondial parce que les répercussions de la Révolution française sont très grandes, d'abord à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale. Avant la Révolution française, vous avez ce que Couteau-Bégari, qui était aussi professeur à l'école de guerre, appelait concept de guerre limitée. Et les monarchies ou les empires de culture chrétienne européenne se faisaient la guerre assez régulièrement, mais somme toute dans des proportions limitées, avec des armées professionnelles, engageant assez peu de ressources. Et donc il fallait aussi ne pas gaspiller non plus ces ressources à la fois humaines et matérielles. Et c'était des objectifs limités de territoire. Voilà. Avec la Révolution française, on a un véritable basculement. On revient à ce qui se pratiquait sous l'Antiquité, c'est-à-dire à une guerre qui est totale et qui va aboutir à la destruction complète de l'adversaire. Et donc vous connaissez le célèbre exemple de l'Antiquité, Carthago delende, Carthage doit être détruite, et Carthage a été effectivement rasée de la surface de la terre, et c'était le lot de beaucoup de cités dans les guerres de l'Antiquité. Et on revient à ce type de guerre avec à partir de la Révolution française, enfin à partir de la conscription, c'est-à-dire où l'armée, enfin où la guerre n'est plus l'apanage finalement d'une petite troupe armée de seigneurs, etc., mais concerne l'ensemble de la population. Vous le dites dans votre livre, hein, Si tu veux la paix, prépare la guerre, aux éditions Enviromana, où là tout le monde est mis à contribution, les enfants, les personnes âgées, les vieux, les femmes. Alors je cite la Constitution, effectivement, le décret de la Convention qui institue ça, mais effectivement tout le peuple est concerné, et donc si tout le peuple est concerné, vous ne pouvez plus faire la distinction entre combattants et non-combattants, ce à quoi s'est employée l'Église pendant des siècles. C'est-à-dire que c'était un combat qui a duré pendant des siècles. On s'est acharné à faire en sorte que, au moins, la guerre, que les gendarmes s'entretuent, mais qu'au moins la population civile soit protégée. Et donc, avec ce retour de la conscription et du peuple en armes, eh bien, quelque part, c'est cette distinction entre combattants et non-combattants qui va s'effacer, et c'est toutes les digues du droit, de la morale et de la religion qui aussi vont progressivement voler en éclats. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et même les guerres de décolonisation sont des exemples, je pense, assez frappants. François-Régis Le Grillet, est-ce que la guerre a encore du sens entre nations civilisées ? Plusieurs historiens l'ont montré, je pense à juste titre, que la Première Guerre mondiale était une sorte de guerre civile européenne, et donc à plus forte raison la deuxième, et qu'aujourd'hui, vu la puissance des armements, vu l'ampleur des catastrophes que cela suscitait, la guerre ne pouvait plus être un mode de règlement des conflits, comme il pouvait l'être encore au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Les papes ont dit la même chose. Et si vous relisez Saint Pie X, Benoît XV, même Léon XIII et Saint Pie X, donc avant la Première Guerre mondiale, vous voyez que eux avaient parfaitement anticipé, vu et deviné l'ampleur démesurée qu'allaient prendre les conflits modernes du fait de la conscription, du fait de l'industrialisation et du fait de la capacité des armements nouveaux à provoquer mort et destruction. Et donc, ils en étaient venus à cette conclusion que, oui, la guerre ne pouvait plus être un mode de règlement des conflits comme avant, et qu'il fallait tout faire, évidemment, pour l'éviter, mais que dans le même temps, on était bien aussi obligé, de se défendre, et que si on ne fait rien, eh bien, finalement, c'est la prime à celui qui est le plus fort, et c'est loin d'aboutir à une paix juste, on aboutit au contraire à de plus grands désordres. Et donc c'est toute la
difficulté et le dilemme dans lequel on se trouve. Oui, la guerre n'est pas un instrument de régulation des conflits comme un autre, et c'est pour ça que l'Église utilise à juste titre et propose à juste titre cette notion d'ultime recours, c'est-à-dire que on ne va à la guerre que quand on n'a pas d'autre choix, mais qu'il faut évidemment tout faire pour l'éviter. Voilà. Et relisez à cet égard le discours de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003, avant le conflit en Irak, avant l'invasion américaine en Irak, et vous verrez que ces paroles sont extrêmement claires et vont exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il dit, ce conflit, si en déclenchant la guerre, vous allez déclencher des catastrophes beaucoup plus graves finalement que la situation actuelle qu'on ne maîtrisera pas. Et je crois que c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on s'imagine, bien souvent les décideurs politiques s'imaginent, à commencer par Napoléon et jusqu'à nos jours, qu'une guerre va être forcément courte et rapide et qu'une bataille décisive va permettre d'emporter la décision, d'imposer sa volonté à l'adversaire et que en 2 mois les affaires seront pliées. Ça ne se passe jamais comme ça. C'est la différence entre guerre et bataille finalement. Oui, la bataille relève purement du militaire, mais la bataille ne préjuge pas de l'issue de la guerre. Et Koutousov a pu dire à juste titre, après la campagne désastreuse de Napoléon, il a dit en parlant de son propre camp, de défaite en défaite, nous sommes allés jusqu'à la victoire finale. Et le Vietnam, quand les Américains sont partis du Vietnam, on peut dire la même chose, c'est-à-dire qu'en fait sur le terrain, les Viets avaient perdu quand même un certain nombre de batailles au point de vue tactique, mais au bout du bout, ils ont gagné la guerre. En 75, je crois. C'est ça. Vous écrivez, François-Régis Le Grillet, dans votre livre « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». En réalité, donc page 48 de votre livre, en réalité, la guerre a perdu de son aura mystique parce que toute transcendance a été évacuée de nos sociétés. Oui, j'en reviens à cette citation de Voltaire que j'aime bien, parce que Voltaire ne passe pas pour un fidèle dévot, mais il reconnaissait que dans les États européens, il y avait un fond commun de morale, de religion et de droit public qui faisait qu'on n'exterminait pas les prisonniers, qu'on respectait un certain nombre de règles. Et voilà. Et tout ça a quand même disparu. Le droit des conflits armés existe toujours, les conventions de Genève. Il est plus ou moins bien respecté. Mais il est certain que avec les destructions et les abominations et les ampleurs qu'ont prises la guerre, cette dimension mystique qui pouvait exister autrefois, je pense aux croisades par exemple, ou même à certaines grandes batailles, aujourd'hui a disparu. Il y a une telle disproportion entre les pertes et les dommages subis que tout ça n'a plus beaucoup de sens. Et pourtant, on n'aurait jamais eu, sans héroïsme et sans cet élan patriotique, on n'aurait jamais eu la résistance qu'a pu opposer l'armée française, nos grands-parents finalement, à l'armée allemande en 14-18. On n'aurait jamais eu aussi cet élan de résistance face à l'invasion nazie, face au communisme, etc. Et donc, c'est toute l'ambivalence que je soulignais au tout début, c'est-à-dire que la guerre, effectivement, est quelque chose d'épouvantable. Ouais. Et en même temps, c'est le lieu où on a besoin des vertus les plus hautes, qui vont culminer à un degré rarement atteint, contrairement finalement à la vie quotidienne, parce que sans elle, sinon, on finit vaincu et on accepte un ordre qui n'est plus conforme à nos valeurs, en tout cas à ce qu'on souhaite vivre. Dépassons à présent, on l'a déjà fait en fait, le monde matériel, l'aspect matériel. Vous êtes catholique, François-Régis Le Grillet, et vous, en reprenant Soloviev, donc le philosophe du début du siècle, vous évoquez que finalement cette idée de paix universelle, largement d'ailleurs répandue par différents États, dont tout de même les États-Unis. C'est très bien, cette idée de paix universelle. Évidemment, tout le monde est d'accord. On est contre la guerre, on est contre le mal. Mais finalement, sans le Christ roi, ça ne va pas bien loin. En fait, Soloviev reprend ce que dit effectivement l'Église. C'est-à-dire que une paix juste,
n'y a pas de paix sans justice, et les deux sont intimement liés. Une paix juste ne peut se concevoir uniquement sur des avantages purement matériels ou des occupations purement productives. Et donc, s'il n'y a pas cette reconnaissance, qu'au-dessus de l'homme, il y a Dieu, on aboutit à des paix extrêmement précaires. Et il est vrai que donc l'Église, qui à la fois s'est experte en humanité, comme disait Paul VI, proclame aussi la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il y ait confusion des pouvoirs, comme peut le faire par exemple la religion orthodoxe, où les deux sont intimement liés, mais ça veut dire qu'il y a quand même cette reconnaissance qu'il y a un ordre divin qui existe et qu'il faut respecter, et que c'est en respectant un certain nombre de principes de droit, de morale, notamment, qu'on peut arriver à créer quand même une certaine concorde parmi les hommes et au moins à adoucir leurs passions, puisque la guerre vient bien souvent aussi des passions humaines. Il y a le sentiment d'injustice, mais aussi des passions humaines qui vont se déchaîner à un moment donné et qui vont être excitées, monter à une sorte de paroxysme et qui vont conduire à cet état de guerre. On parlera de cette hostilité émotive dans la prochaine émission, en tout cas, et émotionnelle, voilà. Merci en tout cas pour cette première partie. Je rappelle le titre de votre livre passionnant qui nous aide à comprendre ce qu'est la guerre, surtout dans ces périodes troublées de l'année 2021, 2022, 2023 peut-être. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Un essai donc de philosophie politique paru en 2018 aux éditions Via Romana, mais qu'on peut toujours trouver. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir. Merci.